21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Thomas. Bonsoir Johan. Thomas, vous avez une cinquantaine d'années. Où est-ce que vous habitez ? J'habite Paris. Vous êtes journaliste, grand reporter. Quelle est votre situation de famille actuellement ? Je suis célibataire et voilà, je suis séparé de la maman de ma fille qui a 8 ans. Alors vous Thomas, vous avez longtemps porté un lourd secret lié à un traumatisme d'enfance, un secret qui vous a anéanti, avec lequel vous avez appris à vivre et composer, avant de récemment vous en délester suite à la disparition de votre père. Vous allez m'expliquer ce qui vous est arrivé et puis ce qui vous a décidé à rompre le silence dans lequel vous étiez enfermé toutes ces années durant. Et on va commencer, comme on le fait souvent dans cette émission, par le début de l'histoire. Est-ce que vous pourriez me raconter le premier souvenir d'enfance qui vous passe par la tête, comme ça, à la volée ? À la volée, c'est une dispute entre mes parents. On habite Marseille dans un appartement que j'ai très bien connu parce que c'était l'appartement de ma mère après le divorce de mes parents. Et cet appartement, il a une histoire particulière parce que c'est un ancien couvent dans lequel est née ma grand-mère. Et donc ses parents, à elle, habitaient déjà dans cet appartement au 10 rue du Progrès, dans le 5e arrondissement. Et c'est là où j'ai grandi. Et ce premier souvenir, c'est une dispute entre mon père et ma mère. Et je vois mon père mettre la tête de ma mère sous un robinet d'eau pour essayer de la calmer dans le cadre de cette dispute. Et je me souviens... on avait un chat, prendre mon chat et essayer de le jeter sur mon père. Évidemment, le chat s'est carapaté et voilà. Et je suis retourné dans ma chambre en courant. Mon père m'a poursuivi pour essayer de me rassurer, me dire que c'était juste une dispute, qu'il fallait pas s'inquiéter. Voilà, c'est le premier souvenir que j'ai de ce de cet appartement et de mon enfance, je crois. Pour le détail, je me souviens du slip de mon père, qui était un slip bleu. Voilà. Pourquoi est-ce que ce détail-là est resté? Je sais Parce pas. que c'est le propre des souvenirs, c'est des images, et puis ensuite le scénario qui se déroule. Ouais. Vous Voilà. dites que vos parents ont divorcé. Vous aviez quel âge quand ils sont séparés ? Vous savez, c'était les années 70, donc les séparations prenaient beaucoup de temps. Ça a pris. Je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas le temps exact, mais des années en tout cas entre le moment où ils ont commencé à se séparer, le moment où la procédure, où le divorce a été prononcé en tout cas. Mais moi j'avais quand ça a débuté, je devais avoir 4-5 ans et puis voilà le temps qu'il a fallu après quoi. Le premier souvenir, c'est le souvenir de parents qui se chamaillent, même plus que ça. C'est-à-dire que vous n'avez, de cette période-là, aucun souvenir heureux de cette famille à trois ? Alors non, j'ai pas vraiment de souvenir de cette famille à trois parce qu'ils se sont séparés très tôt. Et voilà. Mais j'ai pas de souvenirs malheureux de mon enfance véritablement. J'ai des souvenirs. On parlera de la suite plus tard évidemment, mais moi je considère pas avoir une enfance malheureuse. J'ai eu une enfance comme beaucoup d'enfants à cette période-là, avec des parents qui divorcent, avec voilà un quotidien assez banal finalement. Je peux pas vous dire que j'ai une enfance malheureuse. J'ai pas de mauvais souvenirs de mon enfance moi. Est-ce que vous êtes de ces enfants à qui les parents ont expliqué dans quelles conditions ils avaient été conçus, entre guillemets ? Vous savez, parfois, des parents disent, bah voilà, on t'attendait, on tirait des plans sur la comète, ça arrive, ça. Et puis parfois, c'est l'omerta, on ne sait pas pourquoi on est là, pourquoi on arrive. À se demander même d'ailleurs, est-ce qu'on a bien fait d'arriver ? Ouais, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si j'avais bien fait de venir au monde, mais ce dont je me souviens, c'est qu'à l'âge de 12-13 ans, j'étais avec ma mère en vacances et elle m'a expliqué qu'en fait, elle m'avait gardé parce qu'elle avait dû avorter à 2 reprises avant moi et que un troisième avortement, les médecins lui avaient expliqué que ça aurait pu sonner le glas de sa volonté d'être mère. Donc du coup, je suis arrivé dans ce contexte-là. C'est ce qu'elle m'a expliqué. J'en ai jamais parlé avec qui que ce soit d'autre, donc je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Bon voilà. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, mais encore une fois à 12-13 ans, donc j'étais plus âgé. Vous dites que les choses ont mis du temps, parce que c'était l'époque, quand on se séparait, ça ne se faisait pas en un claquement de doigts, et vous avez aussi raconté qu'un jour, votre père avait claqué la porte de la maison. Vous vous souvenez
de ce moment? Non, parce que ça s'est fait de manière Diffuse. diffuse, exactement. Vous savez, les parents se séparent, l'autre parent va habiter ailleurs, vous commencez à passer un peu de temps avec l'autre parent qui vous emmène, bon gré mal gré, dans sa nouvelle vie. Et il n'y a pas eu de rupture nette. Ça a été un processus. Rétrospectivement, vous, qu'est-ce que vous avez compris du départ de votre père du foyer familial? Pas grand-chose, parce qu'on ne réfléchit pas comme ça quand on est un enfant. Quand on est un enfant, on a besoin d'une chose, c'est tout, c'est de l'amour de ses parents. Donc, à partir du moment où il y a de l'amour, et moi, du côté de ma mère, il y avait certainement de l'amour, à sa façon elle, mais en tout cas, il y avait de l'amour. Euh, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi les gens se disputent ou pourquoi ils se séparent. Peut-être qu'on m'a donné une explication à l'époque, je ne m'en souviens pas. Je me souviens que c'était dur pour ma mère. Moi, je me souviens qu'on allait à l'école, elle m'accompagnait à l'école. L'école n'était pas près de chez nous, donc il fallait qu'on prenne la voiture. C'était une deux chevaux, je me souviens. Et je la voyais parfois pleurer les matins où elle allait au tribunal pour dans le cadre de la procédure de divorce. Donc, elle m'expliquait certainement les choses, mais j'en ai très peu de souvenirs, pour être complètement honnête avec vous. Voilà, j'avais une famille du côté de ma mère. Elle avait deux sœurs, donc plein de cousins et c'était une famille d'origine italienne, donc voilà, on se retrouvait tous ensemble tout le temps et donc j'ai pas eu de manque particulier. Oui, bah les parents divorcés, mon grand cousin, ses parents aussi avaient divorcé, c'était comme ça Ça et arrivait à d'autres c'était le aussi. début des divorces à tout va, voilà exactement et je me souviens qu'à l'école on n'était que deux gamins de divorcés en maternelle, l'autre s'appelait Gilles Grivola, je m'en souviens encore et Ça veut dire que quoi? les autres enfants. Ça crée des affinités Ouais, ça entre... crée des liens, ouais, Ouais. ça crée des liens. Les autres enfants venaient nous voir en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire divorcer? Mais ça se passe comment? Et j'ai ce souvenir-là. Et on était en maternelle quand même, donc voilà, c'est tout. Dites, ma mère m'aimait à sa façon, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'effusion, c'était pas forcément très démonstratif. Vous avez entendu, vous, Oui, je t'aime mon fils, c'est des mots que vous avez entendus, vous, gamin? non, jamais. Ça, jamais, ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'était que, voilà, elle avait, ma mère, c'était quelqu'un de particulier, extrêmement intelligente, mais dans son monde. Ça veut dire Et du quoi? coup, elle vivait comme elle pouvait. Bah, c'était quelqu'un qui était passionné par les lettres, quelqu'un qui était très conceptuel, théorique. Elle avait un peu plus de mal avec le quotidien, je pense. Ça, je vous dis ça rétrospectivement, hein. Quand on Hmm. est gamin, on s'en rend pas compte du tout, quoi, évidemment. Voilà, voilà. Mais je suis persuadé que c'était quelqu'un qui m'aimait et voilà. Mais à sa manière. Et votre père, quel genre d'homme c'était, tel que vous le voyiez à l'époque? Bah, c'est le père qui s'est barré. Donc, vous savez ce qui se passe quand un père se barre, qu'on soit garçon ou fille, on a envie de l'impressionner, on a envie de le rattraper, on a envie d'essayer de se montrer, de dire qu'on est là. Donc moi j'ai couru après ce père une grande partie de ma vie. J'ai voulu voilà l'impressionner, lui montrer que j'étais capable de faire des choses, capable d'être redevable de son amour. Lui, parce que mes parents se sont rencontrés très tôt, il a recommencé une vie ailleurs et donc il a dans le cadre de ce nouveau départ, peut-être un peu mis entre parenthèses sa vie d'avant, et c'est bien normal aussi. Et dans cette parenthèse, j'étais. C'est-à-dire qu'il a eu d'autres enfants. C'est-à-dire qu'il a eu, oui, oui, une autre enfant, et que voilà, mes deux parents se sont rencontrés très tôt. Voilà, ils se sont mariés. Ma mère était enceinte parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. On ne pouvait pas imaginer qu'une femme, au début des années 70, dans les cadres sociaux des deux familles respectives, puisse avoir un enfant sans être mariée. Donc, ils se sont retrouvés à la sortie de l'enfance, à la sortie de l'adolescence, avec des vies qui ne leur correspondaient pas. Eux-mêmes ne se correspondaient pas. C'était un accident. Alors après, quand on est enfant, on n'a rien demandé, hein. On arrive, on est comme ça. Il va falloir faire avec. Mais ça explique aussi les chemins qu'ils ont pris, les chemins qu'ils ont pris l'un et l'autre très rapidement. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père, dans la vie, professionnellement? Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Il a bossé notamment dans l'entreprise familiale. Son père avait une entreprise de transport, donc mon grand-père. Voilà. Et je pense je suis pas sûr. Il a bossé à la Société du métro de Marseille. C'est là où il a rencontré. Non, c'est pas là où il a rencontré, mais il a travaillé là-bas avec ma mère aussi.
Et puis après ça, il est parti vivre à l'étranger. Il a fait du business, comme on dit. Voilà. Je vous pose la question parce que vous avez raconté que votre père était quelqu'un qui trompait son monde. Le royaume des illusions, c'est une expression que vous avez Mm. employée à son égard. Il ressemblait à quoi ce royaume? Bah, c'était quelqu'un qui avait envie de vivre, je pense. Quelqu'un qui avait envie de profiter de son époque. Après les années 70 sont arrivées les années 80. On sortait les 30 glorieuses en France. Il y avait cette volonté, vous savez, de faire un peu de l'argent à tout prix, de s'enrichir vite, d'essayer de faire des coups. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu après coup, parce que je venais d'un milieu, quand je vivais avec ma mère, qui était extrêmement modeste. Encore une fois, je n'ai jamais manqué de rien, mais enfin, on roulait pas sur l'or, on va dire ça comme ça. Et dans son monde à lui, moi l'impression que j'avais, c'était que tout était facile, tout brillait, tout était formidable. Il y avait des vacances à la plage, il y avait des voitures neuves, voilà, il y avait des cours de tennis, il y avait des choses comme ça, ce qui n'existait évidemment pas du tout de l'autre côté. Et donc, quand on est enfant, on est impressionnable. C'est des choses auxquelles on réagit et ce sont des choses qui font rêver. Voilà. Et ça veut dire que On a envie. votre père racontait aux autres une autre histoire que la sienne. Peut-être aussi, peut-être qu'il a raconté lui, enfin l'image qu'il projetait en tout cas, c'était une image de succès. Et moi j'ai appris par la suite évidemment que ces succès-là n'en étaient pas, que c'est quelqu'un qui a beaucoup eu de galères, qui a eu beaucoup de problèmes, mais voilà, ça moi je l'ai pas perçu enfant. Vous dites que vous avez été mis entre parenthèses à partir du moment où votre père est parti. Vous le voyiez à quelle fréquence, votre père? Je ne me souviens plus. Tout vous dire, je sais pas du tout à quelle fréquence je le voyais. Ce que je sais, c'est que je restais avec ma mère jusqu'à l'âge de 13 ans environ. Et qu'à 13 ans, je me suis gentiment fait virer du collège dans lequel j'étais à Marseille. Et mon père habitait à l'étranger à l'époque. Et je suis allé vivre avec lui et sa nouvelle femme et bientôt l'enfant. L'enfant existait déjà, ouais, elle avait 3 ans déjà. Vous dites que Donc, ouais, oui, pardon. cette belle famille était très différente de celle que vous formiez avec votre maman. Ah oui, oui, c'était une vie complètement différente. C'était une vie on dirait de flambeur aujourd'hui. Voilà, c'était le négatif de ce que je vivais à Marseille, dans mon petit quartier, avec mes amis et mon quotidien. Là, je me retrouvais dans un univers qui était complètement, comment dirais-je, qui pouvait sembler paradisiaque, mais qui s'est révélé être assez différent de ce que j'avais imaginé. Dans les premiers temps, vous avez trouvé facilement votre place dans cette belle famille ou justement c'était encore étranger? Non, j'étais encore étranger. Je sais pas en fait, parce que j'ai jamais pu lui poser la question, mais je sais pas si euh, pourquoi en fait mon père a accepté de me prendre avec eux à ce moment-là. Euh, Ce que je sais, c'est que ma belle-mère m'a tout de suite fait sentir. En fait, elle m'a pas fait sentir, elle m'a dit les choses très clairement. Elle les a articulées en me disant, écoute, t'es pas le bienvenu ici. Donc, je savais que ça allait être compliqué. Après, encore une fois, moi, j'étais un gamin assez heureux, qui prenait ce qu'il y avait à prendre et la perspective d'aller vivre à l'étranger, d'apprendre des langues, de rencontrer des gens nouveaux, moi, ça me passionnait. Je trouvais que c'était extraordinaire. Et donc voilà, j'ai réussi à en tirer le plus grand parti possible. Et votre père, il avait du temps pour vous? Non, très peu, très peu. Il travaillait beaucoup, hein. Ça, c'est vrai qu'il travaillait énormément. Ça a toujours été un bourreau de travail. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. Et du coup, ben voilà, on se voyait de temps en temps le week-end, mais c'est vrai que bon, le week-end, et c'est bien normal aussi. Je me le vois aujourd'hui en tant qu'adulte. Et ils passaient du temps avec leurs copains. Ils faisaient des choses que les adultes font, auxquelles on n'est pas forcément convié. Donc voilà. Mais encore une fois, ça c'est aussi le propre j'imagine, d'une famille qui fonctionne à peu près normalement. C'est-à-dire que bon, bah, les parents font ce qu'ils font, les enfants essaient de suivre, et puis c'est terminé, quoi. Peu de temps, mais est-ce que vous avez l'impression que votre père, à ce moment-là de votre vie d'enfant, vous a transmis des choses intimes, des choses importantes qui structurent un enfant? En fait, je pense qu'à ce moment-là, les choses qui m'ont été transmises, et il y en a une dont je parle dans le livre, à un moment,
Il me dit ne travaille jamais avec la famille, par exemple. Voilà, parce que lui-même travaillait avec son père. Euh, Ça, c'est des choses que j'ai retenues. En fait, j'ai retenu de ces expériences. Voilà. J'ai jamais eu de conseils. On m'a jamais montré comment me raser ou mettre un préservatif ou je ne sais quoi. Ça n'existait pas encore à cette époque-là, mais enfin, pas de la manière où les choses se sont développées après. Mais non, non, c'était des. J'apprenais en regardant en fait. Voilà. Mais ne Comme on travaille jamais apprend avec la étant. famille. Pour un gamin, c'est un peu abstrait comme conseil. Oui, mais il y avait des engueulades. C'était une famille. Alors de ce côté-là, pareil, hein, c'était des gens du sud, moitié grec, moitié tout, Le verbe et haut. ça criait beaucoup. Ouais. Voilà. Pardon? Le verbe haut. Voilà, exactement. Ça criait beaucoup, ça s'engueulait beaucoup. Il y avait toujours des histoires pas possibles entre les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Enfin voilà. Et donc moi j'ai appris à vivre avec ça et du coup je pense que ça m'a rendu très fort parce que voilà, moi c'est un truc que je sais gérer quoi. Les gens qui crient, ça m'impressionne pas. Les couverts, les assiettes et les verres par terre, ça m'impressionne pas non plus. J'ai une distance énorme par rapport à ça. Moi, je lève jamais la voix, je crie jamais. Quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, je m'en vais. Et puis c'est tout quoi. Voilà. Mais Donc quand vous... on se Ouais. construit en fait dans le négatif. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'entends un enfant qui était seul à l'époque. C'était votre mère, la personne dont vous étiez le plus Oui, oui, proche. oui. Ouais. Et après le Oui, oui, reste, non, moi, j'avais, encore une fois, je vous le dis, du côté de ma mère, j'avais des cousins et des cousines, et donc on passait beaucoup de temps avec eux, hein. De toute façon, il n'y avait pas les loisirs qu'il y a aujourd'hui. Enfin, on n'allait pas, je dis une bêtise, mais au théâtre, au cinéma, ou en vacances, ou voilà. Moi, les vacances, c'était la colonie de vacances l'été. Après, j'allais chez mon père, ou alors du côté de mon père, dans cette maison dont on va peut-être parler tout à l'heure. Et voilà, mais j'avais plein de copains à l'école. Je me suis jamais senti seul, jamais. ce traumatisme dont je parlais en début d'échange, il a eu lieu dans cette maison durant un été, durant des vacances, c'est ça? Exactement. Les vous, grandes vous vacances. aviez quel âge à ce moment-là, vous? J'avais 6 ans. Est-ce que vous pouvez contextualiser euh, cette période qui a été un moment de bascule dans votre vie? Qu'est-ce que vous entendez par contextualiser? Déjà, quels étaient les membres de cette belle famille en présence? Il y avait donc votre belle-mère, il y avait D'accord. votre père, et puis ce jeune enfant qui était votre demi-frère, c'est ça? Voilà. Il y avait donc les parents de celle qui allait devenir ma belle-mère. Elle l'était pas encore, même si elle était en couple avec mon père. Il y avait sa sœur, qui était un tout petit peu moins âgée qu'elle, puis son frère, donc dont on va probablement reparler tout à l'heure. Et donc mon père et moi, alors mon père, dans mon souvenir, mais peut-être que je me trompe, faisait des allers-retours, il n'était pas là tout le temps. Là, j'avais l'impression, vous parliez de solitude tout à l'heure, cette maison pour moi, c'était synonyme de solitude. J'y étais seul tout le temps, voilà. Donc j'y ai passé des étés et des étés. Après ce qui s'est passé, j'y suis retourné. Et je me souviens que voilà, on se levait tôt le matin parce que voilà, c'était un peu à l'ancienne. Je sais plus du tout ce que je faisais le matin, mais j'aidais probablement à débroussailler ou dans le potager ou des choses comme ça. J'ai le souvenir de regarder le Tour de France à la télévision et puis après j'allais faire du vélo l'après-midi dans les collines avoisinantes. Et c'était là pour le coup, c'était des étés de solitude. Est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots qui était Bertrand? C'était le frère de celle qui allait devenir ma belle-mère. C'était un adolescent cet été-là qui avait 16 ans. C'était quelqu'un qui donnait l'impression d'être très sûr de lui, qui avait toujours des histoires à raconter, qui était en lycée agricole. Et voilà, c'était le seul garçon de la famille, de cette famille-là, puisqu'il y avait deux filles et un garçon. Et c'était le dernier en plus, donc c'était un peu le maître des lieux. Cette maison, il faut l'imaginer, elle était gigantesque, elle l'est toujours, elle existe toujours cette maison. Il y avait des dépendances très grandes, il y avait un petit étang, il y avait des prés autour. Donc vous imaginez pour un gamin qui vient du centre-ville de Marseille se retrouver dans ce décor-là, c'était à la limite du château, moi, pour moi. C'est la perspective que j'avais de cette maison. Est-ce que vous étiez content d'être là? Euh,
c'est difficile à dire. Vous savez, moi, j'avais pas le choix, hein, donc Ouais, donc la je question se partais posait d'un pas. côté ou de l'autre. Ouais. La question se posait pas. On ne me demandait pas si j'étais content d'être quelque part ou pas. Et c'est le cas, j'imagine, encore aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on fait attention aux enfants différemment, mais à l'époque, vous suiviez, c'est tout. Avant que le drame ne se produise, de quelle manière vous considériez cet adolescent, Bertrand? Quel rôle jouait-il à votre égard? C'était le, C'était la clé de la maison. Dans cette maison, il y avait deux doubles poneys, Jair et Julie. Et il y avait un cheval aussi. Alors, et lui s'occupait de tout ça. Il s'occupait des animaux. Il s'occupait, voilà, il aidait son père évidemment aussi. Quand il n'était pas là, il allait donc, j'imagine, dans son lycée ou il faisait ses stages chez les agriculteurs aux alentours. Je vous dis ça, je sais pas ce qu'il faisait quand il n'était pas dans la maison, mais c'était pour moi une sorte de, voilà, vous avez 6 ans, il y a un gamin qui a 16 ans, il est chez lui, il contrôle tout, il sait tout. C'est une sorte de référence, voilà, si j'ose dire ça comme ça. Mais encore une fois, on avait très peu de rapports avant ce qui s'est passé parce que l'écart d'âge, parce que Et pendant ce temps-là, votre père, bon, c'est un fantôme, il passe, il arrive, il revient, mais vous le voyez aussi peu que le reste de l'année, si je comprends bien. exactement. Et les seuls souvenirs de sa présence ou la seule chose qui me dit qu'il a été présent là, c'est les photos de cet été que j'ai retrouvées et que donc il a dû prendre à cause des choses. Voilà. Des Mais photos sur lesquelles j'ai vous pas de êtes, vous. souvenir sur lesquels j'apparais, sur lesquels Bertrand apparaît. Voilà. Vous avez raconté que ce traumatisme que vous avez subi enfant était directement lié à ce garçon, Bertrand. Vous aviez quel âge donc cet été-là? Il en avait 6 ans cet été-là. Ce traumatisme, il s'est déroulé à plusieurs reprises, sur une période qui court tout au long de cet été-là? Oui, je ne peux pas vous dire combien de temps ou combien de fois, parce que ça, je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens, c'est ce qui s'est passé, mais du temps, je n'avais pas la notion. Voilà. Ça s'est déroulé sur un été, ça c'est sûr. Sans dire les choses de manière triviale, comment vous pourriez dire ce qui s'est passé justement, ce qui fait que cet été-là vous a marqué au fer rouge pour le restant de votre vie? Ce qui s'est passé, bah, écoutez, c'est assez simple pour dire les choses simplement. Alors, je ne sais pas comment ça a débuté, ni pourquoi, évidemment, mais Bertrand a commencé à me frapper. Et puis, les coups se sont accentués et ils sont devenus plus réguliers. Et après, j'ai subi de sa part des agressions sexuelles. Il avait pour habitude de me faire allonger sur le ventre et donc de s'allonger sur mon dos et en se frottant de se masturber sur moi. Il n'y a pas eu de pénétration, voilà, je vous dis les choses très clairement, mais voilà, c'est quelque chose qui s'est passé donc à plusieurs reprises évidemment cet été-là dans cette maison-là. Dans cette maison. Ça se passait dans sa chambre où je dormais. Il y avait 2 lits dans sa chambre. Ça se passait le soir, une fois que j'étais monté me coucher. Et non, personne ne pouvait soupçonner cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi j'avais interdiction d'en parler. Si j'en parlais, j'aurais été battu davantage. Voilà. Et quand on a 6 ans, on a peur, on est impressionnable. Et deux, c'était une grande maison, donc voilà, imagine qu'il devait prendre ses précautions. Après, je sais pas de quelle manière il le faisait, mais jusqu'à ce que je craque, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais personne n'a rien su. Qu'est-ce qui fait justement que ces agressions ont pris fin? Le fait que vous craquiez? Un soir à table, moi je mangeais séparément des adultes, donc je mangeais dans la cuisine et j'ai vomi, tout simplement. Je me sentais mal, donc j'ai demandé à aller me coucher. Et en montant dans la chambre, j'ai vomi. Euh, et quand je me suis déshabillé pour prendre une douche, euh, pour me nettoyer, ben, les adultes présents se sont rendus compte que mon corps était couvert de bleu. Et, euh, et donc ben, là, j'ai craqué, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et
c'est comme ça que les choses ont été révélées. Parmi ces adultes présents, à ce moment-là, il y avait votre père ou uniquement votre belle famille? Non, non, il y avait mon père, il y avait Bertrand, il y avait ses parents. J'imagine que ma belle-mère était là. Voilà, sa sœur, je sais pas si elle était là ou pas, je m'en souviens pas. Vous vous souvenez de la réaction, en revanche, de votre père au récit que vous relatez à ce moment-là? Oui, très bien, ça je m'en souviens très bien, je l'ai jamais oublié. D'abord, moi j'étais dans mon lit. Une fois que j'ai été nettoyé, on m'a remis un pyjama, on m'a mis au lit. Je pleurais beaucoup, je voyais pas grand-chose parce que j'avais les yeux embués de larmes. Et mon père essayait de me rassurer en disant que c'était terminé, que ça allait bien se passer, etc. Je me souviens aussi de la discussion ou d'une partie de la discussion qu'ont eu les adultes juste à l'extérieur de cette chambre, derrière la porte. Et j'entendais Bertrand se défendre des accusations que j'avais formulées. Et voilà, cette soirée-là, je m'en souviens très très bien. Ouais. Quel était l'objectif de cette conversation avec Bertrand et les membres de votre belle famille et votre père? Alors je sais pas, c'est peut-être à eux malheureusement qu'il faudrait poser la question s'ils étaient encore vivants, mais euh, euh, moi je venais de révéler ce que j'avais subi. Ils ont confronté Bertrand avec tout cela, et et voilà, c'était de savoir si c'était vrai, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. Voilà, ça a crié, ça a beaucoup crié. Moi, je l'entendais se défendre, évidemment, démentir tout ce que moi j'avais affirmé. Et, euh, et voilà. Et puis j'ai le souvenir de mon père qui est revenu après dans la chambre. Je me souviens qu'il me caressait le visage. Voilà, et que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je crois qu'on m'a changé de chambre ce soir-là. Je suis allé dans la chambre d'en face, à quelques mètres. Voilà. Et voilà, ce dont je me souviens. Que s'est-il passé les jours qui ont succédé à la révélation de ce traumatisme et de ces agressions? Comment s'est terminé cet été-là, en fait? La première question, je vais vous répondre en un mot. Rien. Il ne s'est rien passé. À la seconde question, je vais mal vous répondre parce que je ne sais pas ce qui s'est passé cet été-là après. Je sais que nous sommes restés dans cette maison. Je n'ai pas le souvenir qu'on soit parti plus tôt par rapport à la date de départ prévue ou initiale de cet été-là. Évidemment, vous vous en doutez bien, j'ai posé la question à mon père et, euh, et lui m'a confirmé qu'effectivement, bah, nous étions restés sur place. Voilà. Vous savez, vous avez le souvenir d'adultes qui viennent vous voir les jours d'après pour vous épauler, pour essayer oui, de vous assister dans le traumatisme qui est le vôtre, ou vous êtes une fois encore seul dans cette maison et au milieu de tous ces gens? Je vais reprendre la question, la réponse précédente. Non, il ne s'est rien passé. Hmm. Personne. J'ai pas le souvenir de quelqu'un qui vienne me voir, me dire est-ce que ça va. Il ne s'est rien passé. Voilà, cette affaire a été gentiment enterrée, Étouffé. euh, étouffée. Oui, on a décidé de plus en parler. Alors, est-ce que les adultes en ont parlé entre eux après ça, je ne le sais pas, mais moi, en tout cas, on n'en a plus reparlé. Et votre mère, à l'époque, elle est loin? Elle est à Marseille, c'est ça? Probablement à Marseille. Ouais, je ne sais pas où elle était cet été-là, mais oui, elle devait travailler. Vous savez si elle a été mise au courant? Jamais. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su. Et je peux vous dire deux choses. Je n'aurais jamais raconté cette histoire si elle avait été vivante. Elle l'aurait pas supportée. Et de la même manière que j'aurais jamais raconté cette histoire à mes grands-parents, c'est-à-dire les parents de mon père, encore vivant, eux non plus ne l'auraient pas supporté. Donc c'est à partir de là que vous avez gardé le silence. Personne n'en a reparlé et vous non plus. Vous avez gardé ça pour vous. J'ai gardé ça pour moi. Une personne en a reparlé 2 ans plus tard. J'avais 8 ans, Bertrand, au mariage de mon père avec donc sa sœur, en menaçant un autre enfant et en me prenant à témoin de ce qu'il était capable de faire. Suite à ça, vous, Thomas, quel enfant, quel adolescent vous pensez être devenu?
Écoutez, je vais peut-être vous surprendre en vous disant cela. Cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée, je ne l'ai pas enterrée. C'est pas quelque chose qui est revenu après, au détour de psychanalyse ou de rêve ou de je ne sais quoi. Ça a toujours été présent. J'ai accepté de vivre avec, euh, mais je considère avoir eu une très belle enfance. Je considère avoir eu une belle adolescence, une belle vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Euh, Ça a forgé mon optimisme quelque part. Ça m'a rendu plus fort. Ça m'a alerté des dangers de ce que pouvait être un homme. Euh, et voilà, j'ai vécu avec, j'ai décidé de vivre avec. Mais ça, J'en ai Thomas, jamais parlé à personne, ouais. jamais. Thomas, ça c'est les propos d'un homme qui a une distance sur ce qui lui est arrivé, une réflexion aussi, d'un homme d'une cinquantaine d'années. Au quotidien, comment vous vous êtes débrouillé, vous, à vivre avec une tache noire comme ça? Ouais, les tâches, on les dilue, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai dilué ça dans le travail, dans la prise de risque, dans la nuit, dans tout ce qui fait vibrer et ce qui fait oublier. J'ai vécu vite, j'ai vécu fort. J'essaie de continuer d'une certaine manière aujourd'hui à faire ça. Et c'est comme ça, j'imagine que j'ai vécu avec cette tâche, alors avec aussi tout ce que ça comporte comme handicap. J'ai eu du mal à avoir des relations suivies. J'ai mis très très longtemps à me décider à faire un enfant parce que voilà, j'en voulais pas. Donc ça, c'est là, mais c'est pas quelque chose de pesant au quotidien. Vous voyez ce que je Hmm. veux dire? C'est pas quelque chose qui m'a empêché de vivre. Au contraire, moi j'ai vécu Vivre 1000 fort. vies Ouais. et ça a été formidable. Et ça l'est toujours. Hein. C'est pas fini, j'espère. Vous me dites que vous avez gardé le secret d'abord pour que votre mère ne soit pas au courant, ne soit pas inquiète. C'est ça pour vous le premier motif qui fait que pendant toutes ces années, vous vous êtes tu? Non, c'est pas ça le premier motif. La raison pour laquelle je n'ai jamais parlé de cela, ni à ma mère, ni à mes grands-parents, ni à mes compagnes, ni à la mère de ma fille, ni à personne, c'est parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté du mur. Une fois qu'on a raconté ça, qu'est-ce qui se passe? Rien, Qu'est-ce que ça va changer? strictement rien. Hmm. Voilà. Et donc ce besoin n'était pas là. Ce qui a fait euh, déclencheur de la volonté d'écrire cette histoire, parce que je me suis toujours dit il allait falloir que j'en parle à un moment ou à un autre, mais je ne savais pas comment, sous quelle forme, à qui. C'est le fait d'avoir une enfant et une petite fille qui a aujourd'hui 8 ans, qui a au prou l'âge que j'avais au moment où tout ça s'est passé. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce que toi tu ferais en tant que père si tu apprenais qu'il lui était arrivé quelque chose de semblable? J'ai la réponse à cette question, évidemment. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour raconter cette histoire. Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit aussi, ou même inconsciemment, je me tais parce que c'est une manière aussi de protéger mon père? Peut-être. Je me suis jamais dit ça comme ça, mais peut-être, oui, que je l'ai protégé inconsciemment. Peut-être que je ne voulais pas lui faire du mal, voilà, tout simplement. Mais oui, il y a sûrement une part de vrai dans ce que vous dites. Ouais. Quelle relation, avant que votre père soit mourant, vous avez eue avec lui pendant vos années de jeune adulte et même un peu après? Distante, bonne. Voilà, mon père a. C'est presque paradoxal ce que je vais vous dire, Oui, mais il a ça pourrait toujours pas tout même être fait. antinomique, distante et bonne. Ouais, ouais, distante et bonne. Il y a pas de problème particulier. S'est jamais véritablement disputé. C'est difficile à décrire cette relation parce que j'ai pas l'impression qu'elle existe vraiment en fait. Je l'ai imaginé cette relation, je l'ai voulu, mais finalement j'ai l'impression qu'elle n'a jamais véritablement existé. Et je m'en rends compte maintenant, alors que je suis père moi-même et que je réfléchis à tout ça. Mais encore une fois, ça c'est pas quelque chose auquel on réfléchit au quotidien. Sur le Voilà, moment, oui. au quotidien, on se bat, on essaie de vivre ce qu'on peut vivre. Mais ça veut Et dire, voilà, il y a Thomas, personne qui a le recul nécessaire pour ouais, analyser sa vie ça veut en temps dire réel, qu'entre quoi. entre vous deux, tout était superficiel ou vous ne diriez pas ça comme ça quand même? Bah non, moi j'avais de l'amour pour lui déjà, donc voilà. Après lui, ce qu'il ressentait pour moi, je sais pas. Peut-être qu'il y avait de l'amour aussi, je sais pas. Mais je pense que j'étais surtout au début, en tout cas, enfin très certainement, un caillou dans la chaussure. C'est bien normal.
Mais vous voyez, je dis c'est bien normal comme pour l'excuser. C'est pas une excuse, c'est peut-être un élément de compréhension, d'explication, mais je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je ne peux pas imaginer, par exemple, un père ou une mère ne jamais dire je t'aime à son enfant. Voilà. Ça, je peux pas l'imaginer aujourd'hui, moi, en tant que père. Alors que je suis pas quelqu'un qui dit je t'aime facilement, mais voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Qu'est-ce qu'il vous a fallu attendre, vous, pour enfin vous décider à reparler de cet été-là, de ce qui s'est passé dans cette chambre à votre père? D'écrire le livre. Alors, j'ai procédé un peu curieusement. C'est-à-dire que j'ai rassemblé tous mes souvenirs, j'ai écrit ce livre, et puis, alors, contrairement à ce que j'écris dans le récit, parce que j'ai dû pour des raisons, pour plein de raisons légales et autres, transformer quelques passages, mais on s'est parlé d'abord au téléphone, directement, et c'est au téléphone que je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens? Est-ce que j'avais besoin d'une validation, d'une confirmation, que ça Que, s'était bien passé, que que vous j'avais a-t-il pas répondu? imaginé tout ça. Oui, oui, il m'a répondu qu'il se souvenait, alors au début de manière un peu hésitante, et puis ça je le raconte dans le dialogue que j'ai reconstruit avec lui. Qui se souvenait. Et donc, on a eu cette discussion-là. Et à l'issue de cette discussion, je lui dis, écoute, je voudrais que tu me racontes, sans que je te pose la question, ce dont toi tu te souviens. Et que je puisse confronter ça avec mes souvenirs. Voilà, la plupart des choses concordaient. Il m'a redonné des détails que moi j'avais oubliés. Par exemple, il y avait des travaux dans cette maison-là et l'une des explications pour les bleus qui recouvraient mon corps était que, l'explication donnée par Bertrand, donc l'agresseur, était que j'étais monté à l'échelle sur le toit, là où avaient lieu les travaux, que j'avais dû glisser, et que les tuiles m'étaient probablement tombées dessus, ce qui expliquait les coupures et les coups et les marques sur le corps. Mais ça, c'était pour disculper Bertrand, de dire, de Euh, formuler une réponse comme celle-ci. Les bleus, ils provenaient des coups que vous receviez de la part de cet adolescent. bien sûr, mais lui voilà, m'a rappelé que Bertrand leur avait donné cette explication-là pour expliquer les marques de coups. Voilà. Donc ça, moi, j'avais oublié, par exemple. Bon, j'avais oublié. De toute façon, j'étais peut-être juste pas présent en fait au moment où cette explication a eu lieu. Mais voilà, donc il m'a redonné quelques éléments que moi j'avais oubliés. Ça, Ça a c'est sens. ça, c'est pour les éléments factuels. Votre père s'est dévoilé sur ce qu'il avait ressenti à ce moment-là, de savoir que son fils avait été à plusieurs reprises agressé de la sorte. Il m'a parlé de colère. Euh, il m'a parlé d'incompréhension. Et à la question assez basique finalement et toute simple de savoir pourquoi dans ce cas il avait décidé de rester et avait décidé de me faire rester dans cette maison, la réponse a été plus floue. Elle a été vague. C'était une réponse de vie, une réponse de contexte, une réponse d'époque, une réponse d'âge, une réponse de construction, un homme d'une trentaine d'années qui vient de subir un divorce, qui reconstruit sa vie, qui veut repartir à zéro et qui peut pas, à ce moment-là, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, se dire que ce qui a pu arriver à son gamin, bon ben, si terrible soit-il, soit-elle cette épreuve, puisse aller à l'encontre de ce qu'il est en train de réussir à reconstruire. Voilà, je pense que c'est ça. Ça c'est peut-être mon analyse, mais des discussions qu'on a eues à ce sujet, c'est ce qui en ressort à mon sens. Et encore une fois, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais je comprendre le raisonnement seulement, mais je peux le comprendre. Ajouter à cela l'époque, la perception que ces choses-là avaient, euh, la sexualité des enfants, l'abus. On est dans les années 70, il faut s'en souvenir aussi. Alors c'est pas une excuse, encore une fois, c'est un élément d'explication. Mais tout ça a fait que cette décision qu'il a prise à l'époque de rester a été celle-là. Avec les années, lors de cette discussion téléphonique, est-ce que votre père a formulé des regrets, peut-être même des excuses? Non, jamais. Vous les attendiez, vous, Je sais ces excuses? pas si je les attendais. Très sincèrement, je sais pas, il est l'homme qu'il est et c'est pas un homme qui s'excuse. Donc je les espérais peut-être.
Qu'est-ce que cette conversation au téléphone, donc, vous n'étiez pas de visu à ce moment-là, a changé, vous avez l'impression? Est-ce que ça a changé quelque chose? Vous disiez, en parler, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur? Il y avait quoi de l'autre côté du mur de cette conversation, ce jour-là? Je vous ai déjà répondu de la même manière et je vais vous répondre encore de la même manière. Rien. Il y avait rien. Cette conversation n'a rien changé. Alors, il y a eu une conversation téléphonique, il y a eu des messages enregistrés, il y a eu, on s'est vu aussi, évidemment. Tout ça, c'est, encore une fois, moi, j'ai tout reconstruit dans mon récit, mais ça s'est pas fait en une heure, hein, tout ça. Mais il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait cette idée que il fallait laisser le passé là où il était. Et que finalement, quand on regarde les choses aujourd'hui, je m'en suis plutôt bien sorti, et que c'est comme ça, et c'est pas grave. Pas s'émouvoir de quelque chose qui a lieu il y a 45 ans. Bertrand, lui, il est où, cet homme aujourd'hui? Il est mort. Il est mort. Il est mort exactement de la manière dont je le décris Un accident. dans le livre. Un accident de la route, c'est ça? Exactement. Oui, oui. Mais parlez de ces photos, sur lesquelles vous figurez cet été-là. Il vous est arrivé de les revoir, de voir le garçon que vous étiez? Euh, oui, parce que pour tout vous dire, au moment de la conception de la couverture du livre, on s'est posé la question avec l'éditeur de mettre une photo de moi à cet âge-là. Et donc, ben, j'ai évidemment appelé, moi, ces photos, je ne les ai pas en main propre. Donc, j'ai appelé mon père en lui disant, est-ce que tu te souviens si ces photos, tu les as toujours? Et il m'a envoyé donc des photos des photos. Finalement, pour plein de raisons, on a décidé de pas les utiliser. Qu'est-ce qu'on y voit sur ces photos? On n'y voit rien, ou On y, vous y voyez quelque on y chose de voit particulier? rien. On n'y voit rien. Non, au niveau peut-être de la tristesse, voilà. Moi, je me souviens, c'est marrant parce que sur certaines des photos, notamment, il y avait une sorte de petit barbecue en briques dans le jardin. Euh, et j'ai un petit bâton et j'imagine que je prépare la braise de ce barbecue et on y voit un petit garçon sage et triste, voilà. Et je me souviens du moment de cette photo assez curieusement. Et je me souviens, oui, cette photo, je l'ai vue et revue puisqu'elle était dans les albums familiaux de mon père des années plus tard. Et je me suis toujours dit, c'est marrant parce qu'en fait, cette photo, elle ne dit rien. Rien de ce qui se passait dans cette chambre, rien de ce qui se passait dans ses vies. C'est un reflet tronqué de ce qu'était ce moment. Votre histoire, Thomas Misraki, c'est votre nom. Vous l'avez donc, comme vous l'avez raconté, couché sur le papier, un peu réinventé avec l'essentiel. Ce livre s'appelle Le jeune bourreau, qui est paru aux éditions Grasset. Et à propos de ce livre, vous écrivez, je ne sais pas si c'est vrai, je l'imagine en tous les cas, je ne l'ai pas écrit, je l'ai vomi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a eu une vertu thérapeutique, ce récit? Je ne crois pas qu'il ait une vertu thérapeutique. Ces mots-là, effectivement, sont vrais. Parce qu'en fait, cette discussion et ce paragraphe-là, j'ai rajouté à la toute fin en parlant avec Christophe Bataille, mon éditeur. Quand je lui ai envoyé le texte, je lui ai dit la chose suivante, Christophe, voilà, c'est un petit texte, si ça t'intéresse, tu le prends, sinon, évidemment, tu le prends pas, et je suis désolé de t'accabler avec ça. Ils ont décidé de prendre ce texte-là. Et à la différence du premier livre que j'ai écrit, j'ai eu un mal de chien à relire les épreuves, à travailler sur le livre après que le texte initial ait été sorti. Et voilà, j'ai pas relu le livre depuis, je ne le relirai probablement jamais. J'espère que ce sera un témoignage, peut-être pour ma fille, mais c'est tout ce que ça doit être aujourd'hui, un clou sur un cercueil de ce moment-là. Voilà. Je déteste ce texte, pour tout vous dire. Je le déteste. Je trouve que c'est mal écrit. Et Ce livre, oui, ce livre, vous l'avez vomi. vomi. Ce livre, vous l'avez dédié aux victimes d'agressions, mais aussi à votre père, au présent, au passé, tel que vous l'avez écrit. Vous savez, il vous l'a dit, s'il l'avait lu, ce livre. Il a lu ce livre, ouais. Il a lu ce livre. Et comme vous Il a m'avez lu dit ce livre et à il ne deux l'a pas reprises, aimé. comment? Il n'a pas aimé. Non. En même temps, on se demande comment il aurait pu aimer. Je suis d'accord avec vous. Mais comme vous me l'avez dit à deux reprises, tout ça, le récit, le fait d'en reparler, tout ça n'a rien changé.
Non, moi, j'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit. Encore une fois, cette ombre-là, j'ai vécu avec. Et j'ai plutôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt bien vécu. J'avais intitulé ce texte Le fantôme, initialement. Et ce fantôme, il sera toujours là jusqu'à ce que ça se termine. Et voilà, mais un fantôme, c'est pas forcément un ennemi. Comme je vous l'ai dit, c'est un traumatisme de subir ça, évidemment, mais c'est aussi dans mon cas ce qui a forgé mon caractère, ma force. Et je voulais pas écrire un livre de victime. Parce que même si je l'ai été, c'est pas comme ça que je me considère. Ce que je veux dire aux gens avec ce livre, ceux qui le liront, c'est qu'ils peuvent et qu'ils doivent parler. Voilà. Parce que c'est important. Mais est-ce que ça m'a fait du bien? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Vous êtes quel genre de père, vous, Thomas, aujourd'hui, avec votre fille qui a 8 ans, je le rappelle, aujourd'hui? Le meilleur possible, j'espère. Après, voilà, la paternité, c'est quelque chose qu'on apprend en marchant. Donc, j'essaie de faire le mieux possible pour que ce soit quelqu'un. Je veux juste qu'elle soit heureuse, en fait. Voilà. Et qu'elle ait les outils pour l'être. Pour le reste, après, je crois qu'on a un impact très limité sur l'avenir de ses enfants. Mais si c'est une personne heureuse, intelligente, équilibrée, elle pourra survivre à ce qui nous attend tous collectivement. Ce livre existant aujourd'hui, vous avez imaginé la conversation, la discussion que vous aurez peut-être avec elle dans quelques années? Non, pas du tout. Pas du tout. J'y ai pas pensé du tout. Euh, je pense pas comme ça. Je vis pas comme ça. J'essaie de vivre le Maintenant. plus possible dans l'instant Hmm. et, euh, une chose après l'autre. Je remercie Thomas d'être venu raconter les choses telles que vous les avez vécues. Et puis, je rappelle ce livre donc, qui est sorti il y a quelques semaines, Le jeune bourreau, qui est paru aux éditions Grasset. Je vous remercie, vraiment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.